Bon, ça commence, je reviendrai dessus tout à l'heure, autour de Belay, où on voit ce qu'on pourrait appeler la première proto-principauté, le premier espace princé. Ça poursuit après, dans un deuxième temps, sur la vallée d'Aoste, autour de 1020, une vingtaine d'années après Belay. Ça se poursuit après, autour de 1032, on va dire, par la mainmise définitive sur la Combe de Savoie, qui a déjà commencé un peu avant, mais surtout par la mainmise sur la Maurienne et la Tarentaise. La Maurienne, c'est sûr, la Tarentaise, c'est un petit peu plus douteux. Et puis alors là, c'est un gros coup. Ils arrivent à épouser la fille des marquis Ardunides qui dominent la zone de Turin. C'est l'alliance avec cette zone, ce qui fait qu'à ce moment-là, ils basculent de l'Italie. Pas comme ce sera plus tard avec juste la vallée de Suse. Là, ils ont vraiment un domaine considérable qui rentre cette question plus tard, mais ils ont toutes ces zones-là. Et puis pour parachever le tout, en 1077, ils ont l'abbaye de Saint-Maurice, c'est-à-dire en fond le château. Et la principauté est née. Alors au début, c'est des petits droits comme ça, c'est pas très clair. Progressivement, le pouvoir se stabilise, se territorialise. Et au XIIe siècle, première moitié du milieu du XIIe siècle, on peut vraiment voir une cartographie se mettre en place. Ils ont beaucoup perdu dans le temps propre en Italie, mais il leur reste encore tout le territoire que vous avez ici à peu près en grisé. On voit que c'est une principauté qui s'est organisée le long des axes en blanc, c'est-à-dire des côtes. Voilà. On passe maintenant à ma deuxième partie, c'est pourquoi chercher le foyer des Savoie dans le diocèse de Belay, de Belay, du Bugey. Alors, première chose, parce que ce qu'on dit d'habitude ne tient pas la route. Ce qu'on dit d'habitude, quand vous prenez l'autoroute pour aller en Maurienne, on vous dit, Maurienne, c'est le foyer, même panneau sur l'autoroute, il dit, c'est le foyer des comtes de Savoie. Vous allez à Saint-Jean-de-Maurienne, on vous montre la tombe du comte de Savoie, Humbert, qui est ici. Bon. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est un mythe qui est né en fait au XVe siècle. Au XVe siècle, ils ont cru qu'ils avaient en Maurienne le corps du fondateur Humbert Ier, parce qu'ils se sont trompés, ils avaient bien un Humbert, mais c'était Humbert II. Et comme ces gens n'ont pas de numéro, c'est nous qui les mettons, ils ne le savaient pas. Dans leur source, ils avaient Humbert, et donc ils se sont dit, c'est le premier. Quoi. Et c'est comme ça, à partir du XVe siècle, que les historiographes ont forgé cette légende de Humbert, mauriennais, et puis aussi parce que comte de Maurienne, c'était le premier titre qu'on connaissait. C'est un titre qui apparaît très tard, qui apparaît dans le deuxième quart du XIIe siècle seulement, mais ça apparaissait comme le premier titre, et donc ça apparaissait comme le cœur même de la principauté de la Maurienne. En réalité, la documentation ne laisse pas l'ombre d'un doute dessus. Les Humbertiens, donc Humbert, ne met le petit doigt en Maurienne qu'à partir de 1032, donc relativement tard. La Maurienne, c'est une acquisition tardive. Alors, donc ce mythe ne marche pas. Maintenant, regardons d'où viennent un peu les premières possessions humbertiennes. Donc, quand on regarde un petit peu les terres patrimoniales, ce qu'ils possèdent en propre, ce qui est à eux, on s'aperçoit que quasiment toutes les terres qu'ils possèdent, ou à peu de choses près, viennent tous de la même zone, cette zone que je vous montre ici sur la carte. Cette zone, à l'époque dont je parle, en l'an 1000, elle est divisée en petits territoires que je vous présente. Le premier que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle à l'époque le comté, le comitatus de Savoia. Il y a deux mots pour désigner la Savoie, Savoia et Sabaudia. C'est un mot vulgaire, un mot savant. En français, il n'y a qu'une traduction, c'est Savoie. Mais ce n'est pas dire du tout la même chose au Moyen-Âge. Sabaudia, c'est un immense espace. C'est la grande Savoie, en quelque sorte. Et Savoia, c'est juste la combe de Savoie. Donc cette Savoia que vous avez, qui en gros va d'Aix à Conflans, c'est un petit espace. C'est un comté, il n'y a pas de comte, mais c'est quand même comme ça qu'on le désigne. Le deuxième espace qui est le comté ou diocèse, de manière à l'époque les deux sont à peu près identiques, de Belay, que vous avez ici sur cette carte, avec en gros le Guiers comme limite. Et un troisième espace qui est en fait le comté dit de Sermorins. Sermorins, c'est Voiron, qui était constitué autour de Voiron. En gros, c'est aujourd'hui le Nord-Isère. Voilà. Ce sont ces trois principaux espaces. Maintenant, si on regarde où est-ce que ces gens ont des possessions, on va commencer d'abord par Humbert. Humbert, lui, est possessionné. Il y a deux grands endroits où il a ses possessions. C'est toujours dans le comté de Belay, systématiquement, dans le diocèse de Belay, systématiquement. C'est sur le mont du Chat lui-même, où là, il y a des possessions qui sont attestées en nombre relativement important.
Et puis c'est aux Seychelles, je reviendrai dessus, c'est les possessions complètes. Son frère, qui s'appelle Odon, qui est le frère dominant de la lignée en fait à l'origine. Son frère Odon, lui, quand on regarde ses terres, on voit qu'il possède soit dans le comté de Sermorins, soit dans le comté de Belay, en particulier à 13, qui était une zone assez importante au Moyen-Âge, étonnamment, parce qu'aujourd'hui quand on y passe, on se demande pourquoi, mais c'était une zone relativement, 13 était un lieu dit qui était assez important. Et puis surtout, ce frère est évêque de Belay. Alors malheureusement, c'est pas grand-chose sur lui, pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas de documentation sur Belay. Vous savez, il y a deux choses qui nous laissent des sources, les évêchés et les abbayes. Il n'y a pas d'abbaye dans le diocèse de Belay elle-même, à cette époque-là, il n'y en a pas. Et le diocèse de Belay avait des archives, et même ce qu'on appelait un cartulaire, mais ce cartulaire a disparu. Et on le connaît pratiquement, c'est une zone presque blanche. On la connaît d'ailleurs par des documents extérieurs qui nous disent il y a un évêque là-dedans, etc., mais de l'intérieur on ne connaît pas. Mais on voit que même avec si peu de documents, il apparaît autour de cette zone. Et puis le troisième frère, lui aussi, se trouve uniquement possessionné aussi dans le diocèse de Belay, la partie la plus loin du centre, puisque au centre on n'a pas de documents, ce qui nous permet là de le voir, on va dire autour de Saint-Genis, Saint-Genis-Grésin, c'est là où sont ces terres. Donc on voit bien cette zone-là. Et puis enfin, il y a une autre zone où ils vont arriver très vite, très tôt, mais seulement dans les années 1010. En 1011, il marie cette avant-garde au roi, et le roi aussitôt donne des terres, que vous avez ici à sa femme, il donne ce qu'on appelle un douaire à l'époque, parce que quand on se mariait, on donnait une part très importante de ses biens à sa femme à l'époque, qui servait lorsque la femme devenait veuve. Ce sont ces terres, en fait, c'est tout la combe de Savoie, et quand en 1032, le roi mourra, ces terres, qui étaient sur les terres de sa veuve, passe dans les biens de ce qui sera plus tard les comtes de Savoie. Voilà en gros, et on voit bien sur le patrimoine que le foyer se trouve au fond, on va dire, à l'ouest du lac du Bourget, autour de ce fameux diocèse de Belay. Idem aussi si je prends les pratiques funéraires des Imbertiens. Autour de l'an 1000, la mode en matière funéraire, c'est se faire enterrer dans ce qui peut ressembler à des quasi-mausolées. Les gens, en fait, veulent se faire leur tombe. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un tout petit monastère, comme un prieuré, et ils sont enterrés dedans, avec pas beaucoup, 2, 3, 4 moines, c'est tout, mais 2, 3, 4 moines qui prient toute la journée sur leur tombe. C'est la mode de l'an 1000. C'est pas du tout la mode à se faire enterrer en famille, qui donnera plus tard autre tombe, plutôt c'est le mausolée individuel. Et on se fait enterrer en général dans les terres qui sont ces terres à soi, son patrimoine. Et on voit où ils se font enterrer les trois frères. Le premier, Burchard, c'est Saint-Genis, donc diocèse de Belay. Le deuxième, Humbert, se fait enterrer, je pense, Saint-Genis c'est sûr, aux Échelles j'en suis à peu près sûr, Humbert se fait enterrer aux Échelles, donc là aussi dans le diocèse de Belay. Et le fils d'Humbert, qui sera Amédée Ier, se fait enterrer de manière très très proche, au Bourget, qui est vraiment la limite du diocèse de Belay, dans un prieuré de luxe, c'est un prieuré tunisien très luxueux, dans lequel il est inhumé. Autre signe aussi, nous avons un acte un peu compliqué, qui est un serment prêté par le comte Humbert avec l'archevêque de Vienne. C'est un serment qu'on peut dater 1025, 1030, on n'en sait rien, mais qui donne une carte très intéressante, parce qu'on est avant 1032, quand il y a encore le roi, et qui donne une carte dans laquelle Humbert promet, en gros, de respecter la paix de Dieu, de ne pas attaquer l'Église à l'intérieur d'un espace donné. Et il décrit une frontière. Alors d'un côté, c'est l'archevêché de Vienne, c'est normal, il le fait avec l'archevêque de Vienne. Mais il donne une frontière par ailleurs est inconnue, sauf sur certaines choses. Par exemple, c'est une frontière qui arrive sur Seyssel, qui est la limite de la principauté savoyarde à l'intérieur même du diocèse de Genève, ou une frontière qui descend par exemple le long du mont du Chat à l'intérieur du diocèse de Grenoble. On a bien l'impression que c'est une première frontière, du moins c'est comme ça que je l'interprète, de la première principauté savoyarde. Autrement dit, cette limite ici serait la toute première limite du pouvoir savoyard avant qu'il puisse franchir le lac du Bourget en 1032, et on voit bien que c'est une frontière au fond qui, en gros, à peu de choses près, avec quelques poches, correspond au diocèse de Belay. Et puis, troisième élément central pour comprendre comment il s'est formé, c'est le rôle de ce qu'on appelle les épiscopatus. Les épiscopatus, c'est les biens de l'évêque dans la construction des principautés.
c'est que pour passer en fait du pouvoir royal aux principautés comtales, il y a un échelon central, c'est les diocèses. Pourquoi? Parce qu'en gros, au temps de Rodolphe III, en l'an 1000, au temps des rois, il y a des rois, et en dessous des rois, eh bien, ceux qui ont le pouvoir, c'est les évêques. Il n'y a pas vraiment de pouvoir laïque important. L'élément clé, c'est l'évêque. On est dans une société qui est une société qui se pense comme une église, au sens premier du terme, c'est-à-dire, au fond, c'est l'idée de l'église, c'est tout le monde, c'est prendre la société comme une société chrétienne. C'est une idée centrale, ça fonctionne sur ça. Et le roi, au fond, est le chef de l'église. Et ce roi chef de l'église transfère ses pouvoirs à des évêques. Ceux qui ont les pouvoirs, ce sont les évêques. Même les armées. Donc ça, on a un document qui nous explique comment est composée une armée à la fin du Xe siècle. C'est un document de l'empereur Otton II, qui est l'empereur de la fin du Xe siècle. Et il donne la liste de son contingent. Et son contingent, en fait, c'est un contingent d'évêques. C'est les évêques qui viennent avec leurs troupes. Mais 80% de l'armée, c'est les évêques. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Le maître à Belay, c'est l'évêque de Belay. Ou à Grenoble, c'est l'évêque de Grenoble. C'est comme ça qu'on se le pouvoir. Et quelque part, quand la royauté va mourir et que des principautés vont apparaître, ces principautés vont apparaître systématiquement autour de ces grands évêques. Je vous prends un exemple qui est l'exemple le mieux connu qu'on ait, c'est l'exemple de Grenoble, parce qu'on a des sources, c'est important. À Grenoble, qu'est-ce qui se passe? On a cette famille, qui est la famille jumelle, on pourrait dire, de Savoie, qui apparaît au même moment, qui fait la même chose, qui se taille aussi une principauté. La famille des gens qui s'appellent Guigues, que donc les historiens appellent Guigonides, parce que ça fait mieux. Et cette famille qui s'appelle Guigues, au fond, elle apparaît, son pouvoir s'organise. Pourquoi? Parce que c'est la famille qui contrôle l'église de Grenoble, l'évêché de Grenoble. Le chef de la famille, l'aîné, le leader, c'est lui, il s'appelle Humbert aussi, c'est un joli nom, Humbert. Il est évêque de Grenoble, et cet évêque de Grenoble, au fond, eh bien, c'est le maître de la famille, le chef. Et à côté de lui, il a son petit frère cadet, qui est celui qui va reproduire légitimement la famille, qui s'appelle Guigues, vous voyez. Et donc, vous voyez, c'est la même famille. Guigues a un aîné qui s'appelle Humbert, qui était certainement destiné à succéder à son frère à l'évêché de Grenoble. Vous voyez, c'est des successions, en fait, d'oncle à neveu, c'est pour ça que ça marche. Mais bon, entre-temps, ils ont eu l'opportunité de mettre les mains sur l'évêché de Valence, donc lui il est passé. C'est pas grave, on en récupère encore un autre, il y a toujours un neveu quelque part, qui s'appelle Malin, et c'est lui qui va devenir évêque de Grenoble en les succédant. Et ce Guigues lui-même, vous voyez, la succession se fait comme ça, et ce Guigues lui-même, eh bien, son fils Guigues, va être le premier à prendre le titre de comte et à s'intituler prince de la province de Grenoble. Le roi a disparu, l'évêché est devenu héréditaire, on gouverne l'évêché en famille, et le frère cadet progressivement met la main sur l'évêché et crée à partir de l'évêché sa principauté. Ça, c'est un phénomène général qu'on connaît bien pour Grenoble, mais qu'on peut multiplier. Et visiblement, c'est la même chose qui se passe aussi à Belay pour les Humbertiens. Le chef de la famille, plus qu'Humbert, qui est le comte, c'est certainement l'évêque de Belay, Odon, le frère d'Humbert. C'est lui le leader à la fin du Xe siècle de la famille. Voilà. Et c'est autour, visiblement, de cet évêché de Belay que la famille va construire sa principauté, un peu comme les Guigonides ont fait à Grenoble. On voit ici Odon, Humbert, et c'est exactement la même logique. C'est-à-dire, c'est aussi, bon là c'est un arrière-petit-neveu, c'est surtout une génération sans doute parce que le Odon a vécu vieux, qui hérite de l'évêché, c'est Aymon, c'est un petit-fils d'Humbert. Bon, la seule chose, c'est que la généalogie fonctionne assez mal parce qu'Humbert a un fils qui s'appelle Amédée Ier. Le fils aîné d'Amédée Ier, Humbert, était destiné à hériter, mais paf, il meurt. Il y a des chances parfois, il faut en prendre un autre. L'autre qu'on va prendre, c'est celui-là, Amédée II. Et Amédée II, en fait, c'est le premier à prendre une titulature avec un sens, à se définir. C'est la première fois qu'on aura un comte qui dit de quoi je suis comte. Et ce qui est intéressant, il n'y a qu'une seule mention, mais c'est une mention fondamentale. On a cette mention autour de 1050 du comte Amédée II, qui se fait appeler comte des Belaisans. On voit bien que 80 ans avant le comte de Maurienne, le premier titre de la famille, c'est bien comte des Belaisans, comte du diocèse de Belay, comme les autres se faisaient appeler le prince de Grenoble. Bien. Je termine sur ça.